Coïncidence qui n'a pas de signification pour les autres, mais qui pour la Guinée a une profonde signification. Et c'est pourquoi le 28 septembre, unanimement, le peuple guinéen s'est prononcé pour l'indépendance. Un fait secondaire que l'opinion n'a pas connu également, c'est que les partis africains étaient pour la constitution d'avec la France d'une réelle communauté fraternelle, solidaire, conscients qu'ils étaient de bénéficier de tout l'apport français dans l'accélération de leur évolution. J'étais de cela. Mais à l'examen du texte constitutionnel, nous avons découvert certaines insuffisances et nous avons souhaité voir le gouvernement français tenir compte de nos aspirations pour les corriger à temps. Il était question de faire éclater les fédérations. Nous n'étions pas d'accord. Et en effet, au palais Chaillot de l'Assemblée, les directions des partis politiques africains, des groupes parlementaires africains avaient tenu une session commune pour arrêter une position commune. Et celui qui vous parle a eu l'honneur d'avoir été choisi comme rapporteur de cette session commune des leaders africains. Et aussi, il a eu l'honneur d'être reçu par le président de la République française, le général de Gaulle, à qui, au nom des élus africains, des partis africains, il s'est acquitté de son devoir en indiquant les insuffisances que comportait le projet constitutionnel. C'est vous dire que toutes les démarches avaient été entreprises en vue d'empêcher un éclatement de l'ensemble que nous constituons avec la France et de permettre la consolidation des bases de cet ensemble en prenant en charge les aspirations fondamentales de nos peuples qui ne demandaient pas à l'époque l'indépendance, qui exigeaient seulement l'inscription dans le texte constitutionnel du droit à l'indépendance pour que chaque pays qui voudrait en jouir un jour puisse légalement en jouir. Et, comme vous le savez, il n'a pas été tenu compte de nos aspirations. Et la Guinée a été, par ma voix, amenée à dire que tous les peuples approuvent ce projet. La Guinée, quant à elle, le rejettera. Il ne sera pas dit dans l'histoire universelle qu'un jour, une métropole coloniale, avec bienveillance et hauteur de vue, a invité les peuples coloniaux à choisir entre leur intégration à elle ou leur accession à l'indépendance, et que ceux-ci, unanimement, ont refusé la voie de l'indépendance. Voilà ce que j'ai dit. Que la Guinée, quant à elle, choisira dans ce cas l'indépendance dans la pauvreté et rejettera l'opulence dans l'esclavage. Ce faisant, nous traduisions les vrais sentiments de l'Africain, les vraies aspirations des peuples d'Afrique, qui sont identiques aux sentiments de tout homme conscient et aux aspirations de tout peuple conscient. Et depuis le 2 octobre 1958, le nouvel État est créé. Mais nous devons vous apprendre, et ce que je vous dis c'est la vérité, que dans le texte de déclaration de l'indépendance de la Guinée, la France a eu une page d'honneur. Vous pouvez relire les textes. Hommage a été rendu à ceux qui ont eu le courage
de nous consulter sur notre devenir. Et en contrepartie, nous avons affirmé sans équivoque notre volonté de maintenir les liens avec la France. Et nous avons sollicité l'ouverture de négociations pour la définition des bases nouvelles. Nous n'avons pas été compris. Toutes nos démarches furent vaines. Nous avons cru devoir faire des rapports, des mémorandums adressés au gouvernement français à travers les Français que nous connaissions le mieux et que nous considérions aptes à mieux expliquer nos aspirations. Ainsi, M. François Mitterrand, M. Gaston Defferre ont été les destinataires des messages que nous adressions au général de Gaulle. Leurs démarches furent vaines. Mais au même moment, en France, la presse, et voilà le rôle d'une presse non nationale, s'évertuait à dire M. Sékou Touré est l'agent du communisme international, c'est Moscou qui est derrière lui. D'autres disaient c'est Washington qui est derrière lui, c'est Pékin qui est derrière lui. L'opinion n'avait pas l'alimentation saine pour pouvoir apprécier la situation et la volonté de la Guinée. Président de la République que je suis, si j'ai besoin d'une parcelle de terre dans un coin de la Guinée, je formulerai comme citoyen ma demande en vue de l'obtention de cette parcelle, et c'est la commune villageoise, en assemblée générale, qui statuera sur ma demande. Le pouvoir politique, le pouvoir social, le pouvoir culturel, le pouvoir militaire, le pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire, tout est entre les mains du peuple. Et les élus, au niveau des 2500 pouvoirs révolutionnaires locaux, sont élus au suffrage universel par le peuple. Ce sont eux qui rendront la justice populaire. Les membres sont tous élus par le peuple. Il y a 320 arrondissements, pouvoirs révolutionnaires d'arrondissement, qui regroupent les 2500 pouvoirs révolutionnaires locaux. Chaque arrondissement est doté de toutes les institutions permettant la gestion correcte des biens publics et leur développement. Tous ceux qui parlent au nom d'un arrondissement sont obligatoirement issus du suffrage universel. C'en est ainsi des régions. Nous en comptons 33. Ce sont les pouvoirs révolutionnaires régionaux. Tous les cadres sont élus au suffrage universel. Les juges sont élus. À la base, au village, à l'arrondissement, à la région. Le pouvoir législatif est exercé par le peuple. Chaque semaine, et c'est le vendredi en Guinée, tous les villages sont en assemblée générale, discutant de tous les problèmes du village, de l'arrondissement, de la région comme de la nation. Pas de limitation au pouvoir d'un peuple, car c'est le peuple qui est la source exclusive de toute légalité et de toute légitimité. Nous ne biaisons pas avec les exigences de la révolution, car nous sommes conscients que ce qu'il faut à l'homme et au peuple, c'est choisir. Mais chaque choix a ses implications. Et la logique exige une parfaite harmonie entre le choix que l'on a fait et les démarches à entreprendre en vue de sa réalisation. Si on triche avec le peuple, eh bien, on se trompe soi-même, car le peuple ne se trompe pas. Au niveau national,
un gouvernement composé exclusivement de ceux qui sont issus du suffrage universel, qui appartiennent à la direction nationale des travailleurs, des syndicats, à la direction nationale de l'Union révolutionnaire des femmes de Guinée, ou qui appartiennent à la direction nationale de la jeunesse, la Révolution démocratique africaine, JRDA. Tous ceux qui sont choisis sont d'abord émanation directe du peuple. Nous avons une Assemblée nationale de 210 membres et qui compte 42 femmes élues au suffrage universel. Certaines sont et à l'Assemblée nationale de Guinée, je vais vous expliquer un mécanisme qui indique le caractère approfondi du système démocratique. Le renouvellement de l'Assemblée est précédé d'abord par les élections au suffrage universel au niveau des pouvoirs révolutionnaires locaux, 2500. Au niveau des 320 pouvoirs révolutionnaires d'arrondissement. Au niveau des 33 pouvoirs révolutionnaires régionaux. Ensuite, les congrès de la jeunesse du village jusqu'à l'échelon national se tiennent. Le congrès de l'Union révolutionnaire des femmes se tient du village jusqu'à l'échelon national. Le congrès des syndicats, au niveau de chaque village, il y a un comité local des travailleurs qui comprend des sections compte tenu des branches. Au niveau de chaque arrondissement, il y a le CAT, comité d'arrondissement des travailleurs, qui repose sur les sections syndicales à partir des branches professionnelles. Sur le plan régional, il y a le comité régional des travailleurs, qui repose également sur les syndicats professionnels dans la région. Le Congrès national des travailleurs connaît la participation de toutes les directions syndicales, branches horizontales, de toutes les directions syndicales, branches verticales, c'est-à-dire les directions au niveau de chaque région, au niveau de chaque arrondissement. Et ceux qui sont élus au Congrès national sont d'office membres du Parlement national. Celles qui sont élues au Congrès national des femmes sont d'office membres du Parlement national. Vous voyez, toutes nos organisations sociales sont organiquement liées au centre de conception, de décision de tout ce qui intéresse la vie nationale. Nous sommes assis sur le roc, je vous l'apprends. On peut avec une balle descendre M. Sékou Touré, mais avec tous les canons du monde, on ne peut plus détruire la révolution guinéenne, qui est l'expression authentique du peuple de Guinée. Nous nous sommes organisés en fonction non seulement de nos objectifs, ceux que nous voulons réaliser pour l'épanouissement de notre pays, mais aussi en fonction des adversités, des velléités tentant la remise en cause de notre souveraineté. Ce que vous oubliez aussi ou que vous ne connaissez pas, depuis l'indépendance, nous n'avons jamais demandé une subvention d'équilibre à quelque pays que ce soit. Ayant prononcé solennellement que nous préférons la liberté dans la pauvreté, cela veut dire que nous avons choisi la dignité. Et pour nous, la dignité est une conquête, elle ne se donne pas. La liberté est une conquête, elle ne se donne pas. La dignité s'exprime dans la parfaite harmonie entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. La dignité s'exprime dans l'exercice de la responsabilité de l'homme et du peuple. C'est pourquoi
Nos misères sont les nôtres. Nous les connaissons et nous nous organisons pour les liquider. Il y a des années, personne ne parlait de coopération, de solidarité et d'aide. Tout cela, c'est l'invention des dernières décennies. Et cette solidarité n'est pas comprise encore dans le sens historique, dans le sens moral du terme. Elle est souvent entourée de formes paternalistes qui répugnent à notre conscience. C'est pourquoi jamais nous ne demanderons à un pays de venir résoudre nos problèmes, puisque nous n'avons pas été résoudre les problèmes de ce pays-là. La vie ne posera aucun problème à un peuple sans que le peuple, s'il est conscient, travailleur et déterminé, ne soit capable de réduire. Les difficultés sont bonnes pour accélérer la vie, et chaque peuple, pleinement responsable de sa vie, peut bien planifier l'acte de réduction de tout ce qui peut être considéré comme entrave à son épanouissement intégral. Nous avons donc un sens aigu de responsabilité. Nous ne sommes pas chauvins. Le chauvinisme, je m'excuse de l'expression, c'est une bêtise. Une forme d'ignorance. Car le monde est interdépendant. Et surtout, actuellement, l'on se rend compte avec le progrès de la science, de la technique, de la technologie, que le monde devient petit, petit et petit. Il n'est grand, je le répète encore, que pour ceux qui regardent en arrière, refusent de voir l'avenir.